Bonjour à tous. Il est énarque, a été l'un des plus proches collaborateurs de François Mitterrand à l'Élysée. De 1997 à 2002, il a été le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin. Il a depuis fondé sa propre société de conseil géostratégique, HV Conseil. Il vient de sortir un livre qui s'appelle La France au défi, un livre dans lequel il prône notamment la constitution d'une grande coalition pour enclencher les réformes nécessaires. Nous allons en parler tout de suite avec lui. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Sans surprise, hier, la population de Crimée s'est prononcée à plus de 95% pour son rattachement à la Russie. La question qu'on se pose tous ce matin, c'est « et maintenant ?» Même maintenant, même après ce vote, qui est considéré comme illégitime par les leaders occidentaux, par les autorités de Kiev, les nouvelles, mais qui a rendu Poutine encore plus populaire qu'il ne l'était en Russie, et qui est un vote quand même massif, qui n'est pas contestable en ce qui concerne la participation et le résultat. Même maintenant, je pense qu'il faudrait essayer de traiter ça avec beaucoup de sang-froid, de ne pas se précipiter dans des annonces ou des mesures qui vont amener et l'Occident et la Russie à s'enferrer dans une espèce de guerre de tranchées. C'est pas la guerre chaude, c'est pas la guerre, c'est même pas la guerre froide, enfin quand même une sorte de guerre de tranchées qui est sans résultat, sans issue, sans profit ni pour les uns ni pour les autres. Les États-Unis ont une ligne très dure parce que ce n'est aucune espèce d'inconvénient économique pour les États-Unis, et pour Obama, ça lui permet de se redonner une image de fermeté qui lui manque beaucoup, dont il aura besoin dans le débat au Congrès sur l'Iran. Cette position dure complique la donne pour les Européens. Et donc le risque, c'est que de part et d'autre, les dirigeants aient intérêt à continuer sur cette ligne, y compris Poutine. Qui, aux yeux des Russes, a simplement corrigé une aberration historique, oui, et qui est rendue populaire. Donc je pense maintenant qu'il faut continuer à réfléchir à une Ukraine fédérale. Je parle de l'Est de l'Ukraine. La Crimée, d'une façon ou d'une autre, on sera obligé de prendre acte, même si c'est choquant de le dire maintenant en termes juridiques, mais je ne vois pas ce que les annonces occidentales y changeront. Mais il y a la question de l'Est de l'Ukraine, une Ukraine fédérale avec des garanties fortes pour les minorités, pour les Russes, pour les russophones, pour ceux des Tatars qui ne seraient pas spécifiquement en Crimée ou d'autres minorités, et une Ukraine qui n'aurait pas à choisir de façon absolument claire et nette et qui serait une sorte de pont entre les deux, donc en quelque sorte finlandisée. Et je rejoins en ça, je l'avais proposé il y a un certain temps déjà, disons Kissinger, Brzezinski aux États-Unis et moi, nous nous rejoignons largement sur cette ligne. Les pays européens se réunissent aujourd'hui pour étudier un certain nombre de sanctions qui pourraient être mises en œuvre. Quelles mesures préconisez-vous? J'en préconise aucune sur ce plan. À ce stade, c'est renouer le dialogue plutôt qu'un arsenal de mesures qui antagoniserait les... La première mesure que je préconise, c'est de réfléchir à moyen et long terme, et de prendre aucune mesure précipitée. Alors je l'ai dit en vous présentant, Hubert Védrine, vous venez de sortir un livre qui s'appelle La France au défi. C'est un livre qui est à la frontière entre l'économie et la psychologie, livre dans lequel vous étudiez la dépression française. Vous commencez par dresser un état des lieux de la situation de la France, et puis ensuite vous expliquez un certain nombre de clés qui expliquent la déprime récurrente de la population française. Oui, ce qui m'a intéressé à force de voyager et de comparer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la France, les Français sont si pessimistes aujourd'hui sur l'avenir de leur propre pays, c'est les plus pessimistes au monde. Plus que les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan. Oui. Donc il y a un bug quelque part. Donc pourquoi ça se noue dans une incapacité à se projeter vers l'avenir, à se réformer? Peut-être qu'on a tellement exagéré sur le fameux win-win, vous savez, que tout le monde pense que c'est lose-lose. Bon. Donc il y a une sorte de blocage de réaction. En plus, ceux qui prêchent la réforme ne sont pas entendus, ils sont rejetés. Les émetteurs, modernisateurs, réformistes ne sont pas. Donc je me suis demandé quel était le chemin pour aider la France à être moins prétentieuse. Pays qui adore donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme ou autre et qui veut en recevoir de personne. Vous voyez, quel est le chemin, quel est le cheminement pour retrouver confiance, pour comprendre qu'on a des atouts, mais les atouts qu'on ne veut pas voir ou qui sont méconnus. Oui, vous parlez des atouts parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce livre, ça n'est pas un énième état des lieux déprimant de la situation française, c'est aussi un livre qui souligne les atouts dont dispose le pays pour s'en sortir dans la mondialisation. Si on est lucide et pas pessimiste, on voit qu'on a des handicaps, mais je pense que nos handicaps, c'est notre pessimisme. On n'est pas pessimiste à cause de nos handicaps, on est handicapé par le pessimisme. Et quand on est lucide, on voit qu'on a énormément d'atouts et un potentiel phénoménal. Comment le remettre en marche? Alors c'est là où j'arrive au constat que pour la droite seule n'y est pas parvenue. Pour la gauche seule, c'est extrêmement difficile, puisque sa base est assez largement contre ce qu'il faudrait faire, en tout cas momentanément, pas à perpétuité, mais momentanément, pour sortir de l'ornière. Et donc j'arrive à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'union nationale, parce qu'on peut pas, c'est pas la guerre mondiale, et je ne suis pas pour la confusion générale, mais une coalition pour la réforme, qui fait qu'à un moment donné,
l'opposition du moment, je dirais ça la même chose si c'était l'inverse de la situation actuelle, soutiendrait quelques réformes clés pour sortir le pays de l'ornière dans laquelle pour le moment, il se situe sans bouger. Et ça paraît utopique. Ça paraît un petit peu utopique, effectivement, dans le contexte actuel. Tout le monde, pas du tout. C'est simplement l'opposition qui a le courage de soutenir quelques réformes clés, un peu comme dans le système américain quand ça marchait bien. C'est autre chose que les gouvernements de coalition à l'allemande. Ouais. Mais pourquoi on ne le ferait pas si on regarde la France, qui adore tellement l'affrontement binaire droite-gauche, sous la 4e puis sous la 5e République, on a quand même mené dans la durée quelques très grandes politiques, avec les uns et les autres, et les alternances, l'aménagement du territoire, les infrastructures, la politique familiale, défense, énergie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis assez convaincu que la population française serait plutôt séduite par une solution de ce type. Est-ce que vous pensez que les politiques, nos politiques actuelles, sont mûres pour ce genre d'initiative? Non, je pense que l'ensemble de ce que j'appelle le système politico-médiatique n'est pas mûr pour ça. En fait, il voit beaucoup de risques. Pour lui, le système médiatique, surtout le système réactif, instantané, etc., est mal fait, mal conçu pour qu'une réflexion de ce type puisse être menée, que des politiques de ce genre puissent être soutenues dans la durée. Bon, donc il y a un contexte qui n'est pas favorable, mais il faut bien en sortir d'une façon ou d'une autre. Peut-être que, comme vous le dites, il y a une disponibilité, je cite d'ailleurs plusieurs sondages qui vont dans ce sens, une disponibilité de la grande opinion, de la majorité des gens, pour qu'on bouge. Simplement, après, il faut bien identifier quels sont les quelques domaines clés. L'essentiel, c'est la réduction des dépenses publiques, en faisant en sorte que les éléments fondamentaux de l'État-providence, archi-justifiés quand il fallait sortir du monde à la Zola, soient préservés dans l'essentiel et qui sont en même temps stimulants pour l'économie et pas asphyxiants. Bon, mais presque tous les pays d'Europe l'ont fait ou sont en train de le faire. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous avez parlé du sujet avec l'exécutif actuel? De toute façon, je ne parle jamais dans des médias de ce dont je parle avec les membres de l'exécutoriat. On évoquait les esprits qui n'étaient pas forcément mûrs chez nos politiques. Vous avez le sentiment que ça pourrait séduire François Hollande, Jean-Marc Ayrault, ce type d'initiative? Il y a dans les politiques beaucoup de conscience quand même. Beaucoup de conscience, de lucidité par rapport à ça. Mais pour les politiques, et c'est évidemment plus dur que pour moi dans la situation de liberté où je me trouve en ce moment, c'est comment faire après. Oui. Comment on fait concrètement. Mais je pense que ces idées-là cheminent. Vous-même, vous seriez prêt à replonger dans le grand bain politique si... le livre n'est pas du tout une candidature à quoi que ce soit. Ni un programme masqué, ni rien. Non, pas du tout. Vous, si les circonstances s'y prêtaient, vous seriez prêt à replonger? C'est pas du tout mon état d'esprit, je ne fais pas ça pour ça. Je crois pas mal aux idées, comme Gramsci. Je crois aux idées, à la façon dont on analyse les choses, l'avenir. Donc, moi, j'ai été 19 ans au cœur du vrai pouvoir. Donc, c'est pas du tout ni d'envie spéciale, ni de frustration. C'est pas mon terrain. Pas du tout. Merci beaucoup, Hubert Védrine. À bientôt.